Bonsoir à vous et bienvenue à Inside News RDC. Pendant que les diplomates s'activent dans les capitales africaines, ici, au cœur de notre nation, la réalité nous rappelle que chaque poignée de main, chaque accord signé à l'étranger a des conséquences directes sur la sécurité de nos familles à Uvira et sur l'avenir de nos enfants à Kwamouth. Ce soir, nous allons regarder la vérité en face, car les discussions à Luanda et les tensions politiques qui secouent Kinshasa ne sont pas des sujets distants. Ils sont le cœur de la bataille pour la sécurité de chaque citoyen dans l'Est et pour l'intégrité même de notre territoire. Nous ouvrirons deux dossiers majeurs qui définissent l'urgence de cette nouvelle année. D'abord, nous analyserons l'offensive diplomatique du président Tshisekedi en Angola. C'est une véritable course contre la montre face à une guerre qui s'intensifie sur le terrain, démentant les espoirs nés des accords internationaux. Ensuite, nous plongerons dans l'affaire du capitaine Mwalushai, une confrontation explosive entre la vérité militaire sur la rébellion Mobondo et des pressions politiques qui cherchent, peut-être, à l'étouffer. Dans nos flashs, nous n'oublierons pas le drame silencieux de nos compatriotes réfugiés au Burundi, ni les projections économiques vertigineuses du gouvernement, qui contrastent avec le quotidien de millions de Congolais. Le destin de notre nation se joue maintenant, et tout commence par un voyage présidentiel à Luanda, où les poignées de main cachent peut-être la dernière chance pour la paix. À peine un mois après les promesses scellées à Washington sous l'égide américaine, la réalité sur le terrain est venue brutalement contredire les espoirs de paix. L'intensification des combats menés par le M23 et ses alliés, marquée par la prise stratégique de la ville d'Uvira, a sonné comme un rappel cinglant. Les accords de papier ne suffisent pas à faire taire les armes. C'est dans ce contexte d'extrême urgence que le président Félix Tshisekedi a choisi de se tourner vers Luanda, faisant de son homologue angolais, João Lourenço, non seulement un médiateur historique, mais aussi le nouveau président en exercice de l'Union africaine, un acteur incontournable sur l'échiquier continental. Le fait brut s'est déroulé ce lundi 5 janvier 2026. Félix Tshisekedi a effectué une visite de travail de quelques heures à Luanda pour s'entretenir en tête-à-tête avec le président Lourenço. L'objectif déclaré, martelé devant la presse, était unique et vital: la recherche d'une issue pacifique à la crise sécuritaire qui déchire l'Est de notre pays. Cette démarche n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un véritable marathon diplomatique. Elle vient s'ajouter au processus déjà en cours à Washington et à Doha, et précède de quelques jours seulement la réunion ministérielle de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, prévue à Livingstone, en Zambie. Cette multiplication des cadres de négociation témoigne d'une fébrilité au sommet de l'État, mais soulève aussi la question de leur coordination et de leur efficacité réelle. La communication officielle se veut rassurante. À sa sortie du palais présidentiel angolais, le président Tshisekedi a qualifié la situation de guerre imposée à la RDC, un langage qui vise à désigner clairement l'agresseur sans le nommer. Il s'est dit satisfait de la rencontre, révélant que son homologue lui avait soumis des propositions très intéressantes qui, a-t-il précisé, ne visent pas à remplacer les processus existants, mais à les compléter. Pourtant, ces espoirs se heurtent à un mur de chiffres implacables. L'accord de Washington, pilier de la stratégie précédente, n'est appliqué qu'à 23,3%. Une analyse du baromètre des accords de paix en Afrique révèle un taux d'exécution famélique. Les opérations conjointes de neutralisation des FDLR n'ont pas eu lieu et les troupes rwandaises n'ont pas levé leurs mesures défensives, créant un blocage total. Paradoxalement, un signe d'espoir fragile émerge non pas des salons diplomatiques, mais du front lui-même. La reddition récente de 323 combattants de l'AFC M23, fuyant des traitements dégradants, témoigne d'un délitement interne du mouvement rebelle. Des voix indépendantes viennent éclairer cette séquence complexe. L'analyste politique Steve Mbikayi voit en 2025 une année de redressement diplomatique sous l'impulsion du chef de l'État.
qui aurait fait preuve de constance et de sens stratégique face à la chute de Goma et Bukavu. Plus spectaculaire encore, une tribune du sénateur américain Cory Booker annonce la fin du règne de Paul Kagame, qualifiant l'accord de Washington d'acte de justice qui met fin au chantage et à une guerre de prédation. Pour lui, la RDC a enfin rompu un pacte inéquitable qui l'a forcé à payer son propre agresseur. Pour nos compatriotes de l'Est, ce ballet diplomatique incessant a une signification simple et tragique. Il représente un espoir, certes, mais un espoir fragile et lointain face à une urgence humanitaire qui, elle, est immédiate et brutale. Chaque jour qui passe sans cesser le feu effectif est un jour de souffrance supplémentaire, de déplacement forcé, de deuil. La question centrale demeure donc entière. Ces nouvelles propositions angolaises, dont le contenu reste secret, parviendront-elles à transformer les poignées de main diplomatiques en une paix réelle sur nos terres? Ou assisterons-nous à un nouvel accord de papier face à la puissance des armes? La véritable mesure du succès ne se lira pas dans les communiqués officiels, mais dans le silence des armes à Rutshuru, le retour des déplacés à Masisi et la réouverture des écoles à Uvira. Mais la menace la plus insidieuse n'est peut-être pas celle qui franchit nos frontières. Elle est celle qui grandit en silence à l'intérieur, comme le démontre l'affaire explosive du capitaine Mwalushai, où la vérité sur la rébellion Mobondo semble déranger au plus haut point. L'affaire qui secoue aujourd'hui le commandement militaire de la RDC est bien plus que le simple rappel administratif d'un officier. Elle constitue un test crucial pour la transparence de nos institutions et la volonté politique réelle de démanteler les réseaux occultes qui nourrissent les milices. Le conflit Mobondo, qui ensanglante le Grand Bandundu, n'est pas une crise locale isolée. Il expose au grand jour les fractures profondes et les complicités inavouables qui traversent notre appareil politique et sécuritaire. La manière dont cette affaire sera gérée en dira long sur notre capacité à soigner le mal à la racine. Le fait brut est d'une clarté déconcertante. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Ngemba dans la zone du Grand Bandundu, a été rappelé d'urgence à Kinshasa par sa hiérarchie. Cette décision intervient une semaine, jour pour jour, après sa dernière sortie médiatique dans laquelle il a publiquement et sans détour dénoncé le soutien dont bénéficie la milice Mobondo de la part de certains acteurs politiques. Ce n'est pas un simple drame congolais. C'est le symptôme d'une pathologie qui ronge les États fragiles. Lorsque la vérité d'un soldat au front menace le confort d'un politicien dans la capitale, c'est trop souvent le soldat que l'on fait taire. C'est une réalité observée du Sahel au Soudan, où les complicités internes sont le meilleur allié des groupes armés. La justification officielle de ce rappel est pour le moins laconique. Les sources indiquent simplement qu'il a été effectué par sa hiérarchie, sans fournir la moindre explication sur les motifs de cette décision soudaine. Ce silence de l'état-major est assourdissant. Il contraste violemment avec la précision des révélations du capitaine Mwalushai. Ce dernier avait décrit une milice à l'organisation structurée, exerçant une emprise territoriale sur des villages entiers, au point de les rebaptiser. Une situation qui a conduit l'armée elle-même à requalifier officiellement ce mouvement de groupe rebelle, abandonnant l'idée d'un simple conflit coutumier. Face au silence des autorités, la société civile, elle, a choisi de parler haut et fort. La communauté des victimes du plateau de Bateke, par la voix du chef coutumier de Kwamouth, Stanley, a exprimé une indignation sans équivoque. Il qualifie ce rappel de tentative d'étouffer les vérités, courageusement mise à jour par l'armée sur le terrain. Sa déclaration est un réquisitoire. Il ne faut pas faire taire la voix de la vérité. Ce sont les commanditaires des Mobondo qui doivent être interpellés, pas celui qui les dénonce. Cette prise de position place le pouvoir face à ses responsabilités et met en lumière une inversion des rôles perçue comme scandaleuse par les populations locales. L'impact d'une telle décision sur le moral des citoyens et des troupes est dévastateur. Pour les habitants de Kwamouth,
qui vivent sous la menace quotidienne des miliciens, voir l'officier qui ose nommer leurs bourreaux et leurs complices être réduit au silence est un signal terrible. Cela renforce le sentiment d'impunité des commanditaires et érode la confiance, déjà fragile, envers les FARDC et l'État central. Comment demander à une population de collaborer avec une armée si elle a l'impression que la vérité dérange et que les plus hautes autorités préfèrent le silence à la justice? Dès lors, la question s'impose avec une force implacable. Qui a intérêt à faire taire le capitaine Moualouchaï? Cette décision vise-t-elle à protéger des secrets inavouables au sommet de l'État? Et quel message envoie-t-on à nos soldats qui combattent au péril de leur vie sur tous les fronts? De l'Est au Grand Bandundu, la véritable force d'une armée ne réside pas seulement dans sa puissance de feu, mais aussi dans son intégrité morale et sa capacité à nettoyer ses propres rangs pour exposer les trahisons internes. Et pendant que des vies sont ainsi menacées par des conflits internes, alimentés par des mains invisibles, la crise humanitaire qui en découle atteint des niveaux d'alerte insoutenables, créant un drame national silencieux. Un fossé immense se creuse entre l'attention médiatique portée aux grandes manœuvres diplomatiques et le silence assourdissant qui entoure la souffrance quotidienne de millions de nos compatriotes déracinés par cette même guerre. Pendant que les projecteurs sont braqués sur les palais, une tragédie humaine se joue dans l'ombre, loin des caméras. Les chiffres, froids et brutaux, racontent une histoire d'abandon. Au Burundi, l'organisation CPCC a lancé une alerte dramatique. En seulement 2 semaines, au moins 105 réfugiés congolais sont décédés dans les camps de transit. La cause n'est pas une balle perdue, mais des conditions de vie précaires, le manque d'abris dignes, l'absence de soins de santé et une alimentation insuffisante. Ce drame n'est que la partie visible d'une crise bien plus vaste. Selon les dernières données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, notre pays a atteint un record historique tragique avec près de 7,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur de nos propres frontières. Cette crise n'est pas qu'une statistique, elle hypothèque notre avenir. Dans l'Est, ce sont 441 906 enfants qui sont aujourd'hui privés de leur droit fondamental à l'éducation, leurs écoles étant fermées, détruites ou occupées. Face à cette catastrophe, une question fondamentale doit être posée à nos dirigeants. Au-delà de l'aide d'urgence, qui reste insuffisante, quelle est notre stratégie nationale pour que ces millions de compatriotes ne deviennent pas une génération perdue et pour que regagner son village ne soit plus un rêve lointain, mais un droit fondamental et réalisable? C'est dans ce contexte d'urgence humanitaire absolue que le gouvernement, de son côté, affiche des ambitions économiques qui semblent appartenir à une autre réalité. De grands écarts entre les chiffres macroéconomiques brandis par le gouvernement et les préoccupations concrètes de nos concitoyens posent question. D'un côté, des annonces spectaculaires, de l'autre, un quotidien qui peine à s'améliorer. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Musito, a affiché une ambition record, atteindre un budget en ressources propres de 18 milliards de dollars américains d'ici la fin du mandat présidentiel. Cette projection audacieuse, qui représenterait un doublement par rapport à la période actuelle, s'appuierait sur des réformes comme la généralisation de la facture normalisée pour accroître les recettes de l'État. Parallèlement, dans un élan de modernisation administrative, la Direction générale des impôts, DGI, lance ce mardi une nouvelle plaque d'immatriculation sécurisée. Face à l'inquiétude grandissante, le ministère des Finances a dû publier une clarification essentielle. Il ne s'agit pas d'une opération de réimmatriculation générale interdite par la loi. Cette nouvelle plaque concernera d'abord les véhicules neufs, tandis que les anciens seront remplacés progressivement à des coûts réduits. L'objectif est de lutter contre la fraude et de se conformer aux standards internationaux. Ces initiatives sont sur le papier louables. Mais la question que chaque Congolais se pose est la suivante. Comment s'assurer que cette manne financière annoncée et cette modernisation administrative se traduisent réellement par une amélioration des services de base?
des routes praticables, des hôpitaux équipés et une sécurité renforcée, plutôt que de rester des chiffres dans des rapports officiels déconnectés de la vie de la population. Pendant que le gouvernement jongle avec les milliards, l'actualité sur le terrain, elle, ne s'arrête pas. À commencer par le rectangle vert où nos léopards viennent de livrer une bataille mémorable. Ce mardi 6 janvier, au stade Moulay Hassan de Rabat, la République démocratique du Congo a quitté la CAN 2025 en huitième de finale face à l'Algérie sur le score de 1-0 en prolongation. Adil Boulbina, entré quelques minutes plus tôt, a reçu le ballon de Rami Zerouki, s'est infiltré sur le côté gauche de la surface et a envoyé une frappe imparable dans la lucarne de Lionel Mpassi à la 120e minute. Pendant 120 minutes, les hommes de Sébastien Desabre ont tenu tête au Fennec avec un bloc défensif compact et discipliné. Cette rencontre est devenue la première de la CAN 2025 à se conclure, après le temps réglementaire, sans le moindre carton jaune distribué. Une preuve de la maîtrise et de la discipline affichée par nos léopards face à une équipe classée 3e en Afrique au classement FIFA. Vladimir Petkovic a gagné son duel tactique. Ses remplaçants ont fait la différence. Après un premier tour convaincant, les Fennecs affronteront le Nigeria en quart de finale. Malgré cette élimination douloureuse, les léopards peuvent quitter le Maroc la tête haute. Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu et leurs coéquipiers ont prouvé que la RDC fait désormais partie des équipes qui comptent sur le continent. Cette sélection a éliminé le Cameroun et le Nigeria lors des qualifications pour le Mondial 2026, ce qui lui permettra de jouer le barrage intercontinental en mars au Mexique. La route de la Coupe du Monde reste ouverte. Les Léopards se retrouveront en mars pour affronter le vainqueur du match Jamaïque face à Nouvelle-Calédonie avec un seul objectif, offrir au peuple congolais sa première participation à une phase finale de Coupe du Monde. Bravo à nos guerriers. Le Congo entier est fier de vous. Voici un tour d'horizon des autres faits marquants de cette journée. En République centrafricaine voisine, les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés, déclarant le président sortant Faustin Archange Touadéra vainqueur dès le premier tour, avec un score de 76,15% des voix. Cependant, cette victoire proclamée a été immédiatement contestée. Ses deux principaux opposants, Anicet Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, ont rejeté ces résultats avant même leur annonce, dénonçant des fraudes massives et de nombreuses irrégularités. Henri-Marie Dondra a même appelé à l'annulation pure et simple du scrutin et à la dissolution de l'autorité nationale des élections, la jugeant incompétente. Le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats définitifs le 20 janvier, dans un climat politique extrêmement tendu. Dans le Grand Katanga, le commandant de la 22e région militaire, le général Eddie Kapend, a lancé un appel ferme à la discipline et à l'unité au sein des FARDC. Lors d'un repas de corps à Lubumbashi, il a exhorté ses troupes à la vigilance et au rejet total du tribalisme, martelant une phrase forte de sens. Votre tribu, votre famille, c'est votre tenue. Face aux menaces sécuritaires persistantes, il a mis en garde contre toute attitude assimilable à la trahison, rappelant aux soldats leur devoir de loyauté envers le commandant suprême, le président de la République, afin d'empêcher toute incursion ennemie sur notre territoire. À Mujimai, une nouvelle positive vient éclairer le secteur des infrastructures. Le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, Trésor Kachala, a annoncé que la ville a franchi le cap symbolique des 100 km de voirie urbaine réhabilitée. Grâce à la finalisation de plusieurs projets majeurs financés par le gouvernement central, comme les projets Tchilé-Gelou et 35 km, le visage de la capitale du Kasaï oriental se modernise progressivement. Malgré des difficultés liées au retard de paiement et aux intempéries, les efforts se poursuivent pour améliorer les conditions de vie des habitants
et stimuler le développement économique local. Dans la province de Lomami, une clarification a été apportée concernant l'arrestation de 2 individus à Cabinda, initialement suspectés d'être des rebelles du M23. Après interrogatoire, les autorités militaires ont confirmé qu'il s'agissait en réalité de 2 déserteurs des FARDC. Le service de communication de l'armée a profité de cet incident pour lancer un appel vibrant à la population, l'exhortant à rester vigilante et à collaborer étroitement avec les forces de sécurité pour faire face ensemble aux défis sécuritaires. Soulignons que l'ennemi cherche souvent à instrumentaliser les civils. Enfin, à Kinshasa, un cri d'alarme est lancé par les habitants du quartier Fer-Morgaman, dans la commune de Mongafula. Ils dénoncent une montée inquiétante de l'insécurité depuis plusieurs mois. Des témoignages font état d'attaques quasi quotidiennes par des bandits armés de machettes et d'armes à feu, qui pillent, agressent et violentent les résidents en toute impunité. La population, excédée, plaide pour une présence policière plus efficace et réclame l'installation de nouveaux sous-commissariats avec des agents mieux équipés et plus réactifs pour assurer leur protection avant qu'un drame irréparable ne se produise. Nous voici arrivés au terme de cette édition d'Inside News RDC. Ce soir, nous avons mis en lumière 4 réalités qui dessinent les contours de notre présent et de notre avenir. D'abord, la quête diplomatique acharnée du président à Luanda, qui ravive un espoir de paix pour l'Est, mais se heurte à la dure réalité d'accords précédents peu respectés. Ensuite, l'affaire du capitaine Moualou Chahi, qui soulève la question brûlante des interférences politiques dans la lutte de notre armée contre les groupes armés internes. Nous avons également entendu le cri d'alarme humanitaire venu des camps de réfugiés au Burundi, un drame qui expose la face cachée et la plus douloureuse de la guerre. Enfin, nous avons mesuré le grand écart entre les ambitions budgétaires records de l'État et l'urgence absolue d'améliorer le quotidien de chaque Congolais. Pour conclure, permettez-moi de partager cette réflexion. Comme le dit un proverbe africain, la parole qui console est meilleure que le cadeau qui déçoit. Face aux multiples promesses, aux accords signés et aux discours officiels, nos compatriotes dans l'Est et les millions de déplacés n'attendent plus des cadeaux ou des paroles. Ils attendent des actes concrets qui apportent une paix durable. La seule et unique consolation qui puisse guérir leurs blessures. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous de l'information avec Inside News RDC est pour demain à la même heure. Pour approfondir l'analyse des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à visionner notre dossier spécial sur Inside News Review intitulé « Washington parle, Uvira tombe, décryptage de la nouvelle stratégie américaine dans les Grands Lacs ». Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Soraya. Bonne continuation.